projet donc, qui représente l'Association sociale nationale et internationale Tzigane, qui a notamment contribué à l'élaboration de la stratégie nationale d'inclusion des Roms et gens du voyage 2020-2030, et qui est auprès des familles et en lien avec les collectivités locales afin de garantir un accueil digne. Donc, Martine, est-ce que vous pouvez nous évoquer le travail de votre association et faire comme une sorte d'état des lieux des politiques publiques menées en matière d'accueil des gens du voyage? Oui, bonjour. Merci de votre accueil. Et en effet, je voudrais bien faire le lien avec ce que M. Hylden Abou évoquait, en plaçant tout de suite peut-être la situation des gens du voyage ou des voyageurs et la notion du mode de vie mobile, qui est quand même un des éléments très importants de la culture et du mode et de l'attachement vraiment d'une forte population de voyageurs à cette culture, à ce mode de vie, et qui est, bon, alors une minorité, mais pas si petite que ça. Et qu'est-ce que c'est qu'en fait le mode de vie mobile, ou plutôt je dirais les modes de vie mobiles, parce qu'ils sont multiples. Ça s'articule entre, en fait, d'abord, l'habitat caravane comme résidence principale, et l'alternance entre des moments de mobilité et des moments d'ancrage qui peuvent aller de quelques semaines à plusieurs années, mais c'est cette articulation, et le mode de vie mobile, c'est vraiment à la fois le droit au voyage et le droit à la propriété privée. Et c'est indissociable, et c'est pas l'un ou l'autre, et ce qui est un peu dommage parce que souvent même au niveau des politiques, on va faire soit l'accueil pour les itinérants, soit on va faire des terrains familiaux. On a besoin des deux. On a besoin à la fois de lieux pour pouvoir voyager, et où est-ce qu'on va quand on sort de nos terrains. Et j'aimerais aussi attirer l'attention sur un point, justement par rapport au voyage. On nous dit toujours, bon, c'est le métier qui force au voyage. Je dirais c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va chercher des métiers qui permettent l'indépendance et la mobilité. Pourquoi la mobilité? Donc le travail, mais aussi c'est important pour la cohésion familiale et voilà, et puis la culture. Et puis alors après, chacun le vit à son rythme, même au cours d'une vie. Il y a des périodes où on va être plus ancré ou plus voyageur. Ça peut changer à l'intérieur même des familles et à l'intérieur même d'une vie. Alors, j'aimerais en fait vous proposer en 3 points comment en France, alors une forme de l'antixiganisme sévit, et on l'appelle l'antinomadisme, parce que je crois que c'est important de le spécifier pour faire ressortir ce besoin de bien prendre en compte ce mode de vie et cette culture. Donc, à partir de 3 points, comment l'antinomadisme institutionnel sévit sous le couvert de lois et de réglementations qui sont apparemment neutres et égalitaires. Alors, les trois éléments, je pense, il y a le droit commun, qui peut être une source de discrimination. Les lois d'urbanisme généralistes et apparemment neutres, en fait, participent à la planification et à la suppression du mode de vie mobile et à la sédentarisation forcée des familles du voyage. Et enfin, une politique et des législations qui sont, il faut bien le dire, essentiellement basées sur la répression de ce mode de vie et qui a des conséquences vraiment graves sur la vie quotidienne des familles, favorisent les abus des forces de l'ordre et nourrissent le racisme de la population majoritaire. Alors, le problème du droit commun, qu'on dit, le droit commun, c'est la garantie de l'égalité pour tous. Le problème, c'est que le droit commun dans notre pays est conçu pour une population essentiellement sédentaire.
Donc forcément, il va en découler des incohérences ou des non-corrélations pour des gens qui ont un autre mode de vie. En particulier au niveau des règles administratives. Qui peuvent être discriminatoires par un manque de corrélation justement entre les secteurs géographiques couverts par les services administratifs, notamment les services sociaux, et les étendues géographiques sur lesquelles vivent les voyageurs, et par rapport au temps aussi. Par exemple, quand on va demander à des familles de venir de manière rapprochée pour des contrôles sociaux, alors que les gens, ou même pour leur courrier, pour pouvoir prendre leur courrier dans les CCAS, où on leur dit, s'il faut vous présenter tous les mois, c'est problématique pour des familles qui sont peut-être à 500 ou 300 km du lieu où ils doivent se présenter. La question de la domiciliation est complexe, parce que depuis 2017, on peut s'inscrire pour une domiciliation soit dans les CCAS, soit en association, soit à une adresse privée. Or, il y a beaucoup de familles qui se trouvent en difficulté de trouver une domiciliation parce que les CCAS ont des critères et ces familles ne vont pas rentrer dans les critères. Souvent, les critères sont un peu contraints, c'est-à-dire qu'on exige des gens d'être beaucoup plus sur le territoire. Une situation un peu absurde d'un voyageur qui donc était au CCAS pour recevoir son courrier, quelqu'un qui bouge, et le CCAS dit on ne peut plus vous garder parce que pour pouvoir vous garder, il faudrait que vous ayez une adresse sur la ville. S'ils ont intérêt sur la ville, ils n'ont plus besoin d'adresse au CCAS. Donc, parce que les communes, en fait, c'est un moyen de se débarrasser de familles dont ils ne veulent pas se charger. Ouais. Donc, tant que la législation et les structures administratives ne prendront pas pleinement en compte les besoins d'une minorité non sédentaire de ce pays, le droit commun, comme outil d'égalité, reste partiellement un leurre. Deuxièmement, le droit au logement. Le droit au logement a un impact en fait sur tous les autres droits. Et pour les gens du voyage, pour les voyageurs, les gens attachés à ce mode de vie, c'est indissociable de l'habitat mobile, du droit à la mobilité et, comme je dis, également au droit à la propriété privée, avec la possibilité d'avoir sa résidence mobile sur le terrain. Un des premiers objectifs d'une politique d'inclusion des voyageurs doit garantir donc le droit à l'habitat mobile comme logement, ce qui n'est pour l'instant n'est pas considéré comme un logement, et de permettre de garantir la libre circulation et le libre choix du lieu de résidence. Pourtant, comme nous allons voir, les lois qui gèrent le droit d'accueil et de l'habitat des voyageurs font en fait obstacle à la fois au droit à circuler librement, bien qu'on a le droit de circuler, mais aussi de choisir son lieu de résidence, et atteint de sorte au droit à vivre en famille, au droit à un lieu d'habitat décent et au droit à la propriété privée. Alors, ces lois basées sur la répression, c'est tout ce qui concerne en fait, la politique d'habitat et d'accueil est très restrictif et contraignant. Elle ne répond pas à la diversité des besoins des familles quant au mode d'habiter et au mode de voyager, qui sont très variés. Il exclut l'habitat mobile du tissu, en fait, du tissu urbain et rural, en interdisant la quasi-totalité du territoire à l'habitat permanent des voyageurs. On est dans vous allez voir avec le système de loi, on est dans un système de ghetto et de bantoustan, je dirais. Voyons déjà la loi Besson. La loi
cantonne toutes ces familles exclusivement dans des équipements publics. Alors, la loi du 5 juillet 2000, dite la loi Besson, c'est les aires d'accueil intercommunales. Et puis, depuis janvier 2017, les terrains familiaux locatifs. En plus, est introduit un calcul de quotas quant au nombre de lieux et de places licites disponibles. Ce système, finalement, organise une carence systémique des lieux de stationnement licites, privés ou publics, quels qu'ils soient. Et quand bien même tous les départements rempliraient leurs obligations à 100%, cette carence resterait la même. Elle serait là. Il faut noter que ce système finalement de lieux comme ça entraîne aussi une sédentarisation forcée sur les aires d'accueil, parce que quand on est sur une aire et qu'on ne sait pas que si on va trouver une place ailleurs, la tendance est on reste là, et ce qui est assez problématique. Donc soit les sédentarisations forcées sur les aires d'accueil, soit le stationnement illicite, dit illicite, où les gens sont forcés à être dans l'illégalité, dans l'illicite. Et non pas de leur propre faute, mais en raison des lois existantes. Des lois, en plus, donc après la loi de 2000, les lois qui ont succédé, ou les ajouts législatifs, sont de plus en plus axés sur une répression du mode de vie mobile. Donc, notamment l'article 9 de la loi 2000 et la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003, qui ont été, et leurs modifications ultérieures. Donc, comme je vous l'ai dit, donc la quasi-totalité du territoire français est interdit à l'habitat mobile des gens du voyage, en dehors des aires d'accueil intercommunales et des terrains familiaux locatifs. Les procédures d'expulsion ont été facilitées et le nombre d'expulsions accru. La loi du 18 mars 2003 vise et criminalise le mode de vie mobile, en pénalisant de manière absolument disproportionnée les stationnements en dehors des aires d'accueil. Cette loi, ça veut dire garde à vue, confiscation du véhicule, possibilité de, quand ça passe en jugement, un juge pourrait condamner à 3 ans de retraite permis de conduire, 1 an de prison, 7 500 € d'amende. Ça a été ajouté en 2019, je pense, la possibilité de mettre une amende forfaitaire délictuelle, c'est-à-dire que la police, dans les situations où ils veulent appliquer cette loi, ils peuvent décider d'appliquer tout de suite une amende qui est de l'ordre de 500 €, qui peut monter jusqu'à 1 000 €. Le problème, c'est que cette amende délictuelle, si on paye, c'est inscrit sur le casier, le casier judiciaire, et puis c'est des sommes faramineuses. Les conditions de cette mise en place de la décision et comment ça fonctionne est très flou. Il y a souvent une pression de la police pour que les gens signent. Et puis les contestations sont quasiment impossibles. Alors, faut préciser que cette AFD est légalement à titre expérimental encore dans 5 circonscriptions judiciaires. Elle devait, avec la possibilité d'être généralisée, en ce moment, ça allait d'être gelée. Mais cette loi existe, elle est toujours là, elle est toujours une menace, elle peut être appliquée n'importe quand, et souvent on voit que la police la brandit comme menace, même dans des lieux où elle n'est pas légalement applicable. Le système d'aire d'accueil entraîne donc le fait qu'on n'a pas le choix du lieu de résidence, et a des conséquences quand même sur la vie quotidienne. Le système d'aire intercommunale
conjugué avec le système de quotas, crée et donc renforce cette carence qui est dramatique des lieux de séjour. Seulement, enfin, M. Acker a fait un superbe document là, où il a comptabilisé toutes les aires d'accueil et dans quelles conditions elles étaient implantées. Et donc, il a constaté que seulement 3,60% des communes de France ont un lieu d'accueil. Je dois préciser, pour ceux qui ne connaissent pas la loi Besson, à l'origine, c'était les communes de plus de 5000 habitants devaient avoir un lieu d'accueil pour les voyageurs. Et déjà à l'époque, les communes de plus de 5000 habitants pouvaient se mettre ensemble pour faire une aire d'accueil sur un de leurs territoires. Maintenant, c'est à un niveau intercommunal qui rend la chose encore plus aléatoire et qui laisse en fait des secteurs très larges sans possibilité de stationner, parce qu'à partir du moment où il y a une aire d'accueil sur un territoire, on n'a plus le droit de stationner ailleurs. L'aire d'accueil, peut-être aussi il faut préciser, c'est quand même un lieu de promiscuité, d'habitat, de promiscuité. On peut le comparer à finalement un appartement dans lequel dans chaque pièce, il y a des familles qui vivent. Hein. C'est des choses qui ont existé en Russie. Un aire d'accueil, c'est ça. Hein, parce qu'on on est les uns à côté des autres, le bruit, ça passe. Donc plus une aire d'accueil est grande et accueille des gens enfin, on est forcé d'aller sur ces lieux, et se mettre avec des familles qu'on ne connaît pas ou dont le rythme de vie n'est pas pareil, ça devient très compliqué et conflictuel. Quand tu es avec ton groupe familial, on s'organise ou on se met avec les gens avec qui on s'entend bien. Mais là, cette concentration de lieux uniques où on doit être, c'est infernal. C'est infernal. Je continue. Ces lieux sont en général des lieux de relégation, isolés, à la limite des communes. 70% de ces aires sont à la limite des communes. Ils sont impropres à l'habitat. Au moins 51%, 1% des aires certifiées sont situées dans des zones de nuisance et de pollution de toutes sortes, contre ou entre des voies ferrées, des autoroutes, contre des stations d'épuration, des déchetteries, des zones industrielles soumises aux poussières industrielles, aux nuisances sonores et olfactives. Et 3% de ces aires sont en zone Céveso. Tout ça, c'est publié dans les documents de M. Acker. Pour la question des aires de grand passage, qui sont aussi incluses dans la loi Besson, sont également en nombre insuffisant. Leur implantation et leur état est souvent impropre à l'habitat. Sur l'ensemble des courriers envoyés par l'association AGP qui gère pratiquement 95% des grands passages, on reçoit à peu près 8% de courriers sont répondus. En fait, on nous répond positivement, mais la moitié, quand on arrive sur place, la moitié de ces terrains sont impraticables, trop petits, zones polluées, enfin impraticables. Donc ça, c'est pour le paysage pour la mobilité. L'accès à la propriété est quasiment impossible. Et comme vous remarquerez que dans les lois, le terrain familial, c'est locatif. On ne prend pas en compte la possibilité d'avoir sa propriété et de pouvoir mettre ses caravanes dessus et recevoir sa famille. Bien que la loi autorise en fait l'installation normalement de caravanes sur des terrains constructibles, la quasi-totalité des PLU arrive quand on regarde dans leur PLU, les zones constructibles, il y a une liste de choses interdites, la caravane est interdite. Donc que ça soit sur des terrains constructibles ou inconstructibles, finalement c'est interdit. Les familles sont confrontées à toutes sortes de procédés et d'obstacles de la part des autorités municipales pour empêcher leurs installations. Alors,
dans la procédure d'achat, refus de vente, préemption. Une fois que le terrain a été acheté, souvent, plein d'éléments sont mis en œuvre pour les chasser. Refus de permis d'installation des caravanes, refus de branchement d'eau et d'électricité, intimidation, expulsion. Et bien qu'autorisées par la loi, les régularisations d'installations anciennes dans des zones non constructibles sont possibles, mais extrêmement rares. Hein. Extrêmement rares. On voit des zonages de terrain où les résidents de gens du voyage être transformés a posteriori de l'installation des familles. Elles sont transformées en zones de projet d'intérêt général voilà, c'est un moyen utilisé par les communes souvent pour chasser des quartiers entiers de voyageurs installés qui ont leur terrain là. Les parcelles classées non constructibles appartenant à des voyageurs sont requalifiées constructibles après échange ou achat de la parcelle au prix du terrain non constructible, et on voit immédiatement après, le terrain devient constructible parce qu'elle a été achetée par la mairie ou par un acquéreur non sédentaire. Enfin, majoritaire. Un quoi? Un bravo. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dis là? Suite à l'instauration de la loi de 2017, oui, sur les terrains familiaux locatifs, nos associations ont constaté de nombreux cas où le terrain dont le voyageur est propriétaire, hein, donc ils ont leur terrain depuis des années, sont échangés contre un terrain familial locatif, ou parfois même on les force à aller sur des aires d'accueil, de sorte que le voyageur est contraint de passer d'un statut de propriétaire à locataire à vie. Alors, les conséquences et les impacts de ces politiques répressives, c'est que les familles voyagent ou résident sur leur terrain. Dans les deux cas, les familles sont en permanence sous la menace d'expulsion, soumises au harcèlement policier ou d'élus qui refusent les installations provisoires pour les itinérants ou en propriété pour les périodes d'ancrage permanentes, et mettent finalement les familles en situation permanente d'insécurité, de menaces constantes, et même lorsqu'on a l'impression qu'on est sur un terrain, les familles sont sur un terrain depuis pas mal d'années, oh, le maire est gentil, oui, c'est d'accord, mais c'est toujours l'épée de Damoclès. Le maire peut changer, voilà, un truc peut changer, et paf, on est viré, et les expulsions, on les voit, elles se multiplient, et en faisant vraiment abstraction même d'obligations, comme la suite du jugement Winterstein contre la France, où on est obligé quand même, quand on expulse quelqu'un, des familles, de regarder la situation, de proposer quelque chose en alternance, enfin, et de ne pas jeter les gens à la rue. Depuis la première loi Besson, 1990, mais surtout depuis la seconde, en 2000, les lois annoncées comme supposées équilibrer le droit et devoir de chacun, la reconnaissance enfin de l'habitat des voyageurs, en fait, on a vu s'ajouter progressivement des mesures législatives de plus en plus répressives et contraignantes à l'encontre de l'habitat mobile. Et de fait, s'est instauré un déséquilibre très net en défaveur des voyageurs et limite considérablement le droit des citoyens non sédentaires, les privant des droits fondamentaux. Les obstacles et les pressions répétées entravent l'activité économique, l'accès des enfants à l'instruction, l'accès aux services de santé, le manque de lieux licites autorisés aux caravanes, les harcèlements policiers, l'augmentation du nombre d'expulsions, le refus d'autorisation de stationnement ou d'installation des familles de voyage par les maires sur les communes, tout ça concourt à forcer à une sédentarisation non désirée. On retrouve, et ça a été évoqué, donc les lois précédentes dans le passé,
on retrouve dans le passé cette volonté des politiques, souvent ouvertement exprimée, de sédentariser les bohémiens, les nomades, puis les gens du voyage. C'est les mêmes personnes. Et si depuis 1969, ces textes de loi ont été nettoyés de toute référence ethnique, en ne faisant référence qu'à la catégorie d'un mode d'habitat, mais on sait que ça vise quand même une catégorie particulière, hein, c'est les gens du voyage. L'ambiguïté, voilà, c'est de contrôler les gens du voyage. Et sous couvert de loi généraliste d'urbanisme, c'est la suppression du mode de vie mobile et de la caravane comme habitat permanent et la sédentarisation forcée des gens du voyage qui est attendue et planifiée. Alors je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, mais peut-être pour lancer la discussion, c'est sur le problème des harcèlements policiers. Je pense que M. Acker parlera aussi de l'école et aussi du mémorial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vraiment, justement pour faire la transition, ce que vous disiez sur le fait que les aires d'accueil sont des lieux isolés, à la bordure, etc. Pour l'anecdote, pendant ma superbe réunion du groupe d'études de cette semaine, on auditionnait des représentants de collectivités locales qui nous ont dit de façon charmante que ce seraient les gens du voyage qui voudraient être excentrés pour rester dans leur coin, car c'est pour éviter les conflits avec les habitants, bref, le discours traditionnel. Alors, on nous a aussi dit par ailleurs qu'il n'y a absolument aucun souci sanitaire dans les aires d'accueil, qu'il n'y a absolument pas de problème de pollution. Donc, justement, ça permet de faire la transition avec William qui va pouvoir justement nous en dire plus sur le sujet et contrer un peu ce discours, puisque William, vous avez recensé et cartographié les aires d'accueil en France pour justement faire saillir celles situées dans des zones qui sont soumises à des nuisances industrielles ou environnementales. Alors, je précise aussi que vous êtes juriste au sein de l'Association nationale des gens du voyage citoyen qui a été créée en 1997. Je vous laisse la parole. Vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Oui, très bien, ok. Alors, après toutes ces interventions depuis ce matin, je ne sais pas ce qu'il me reste à dire. Parce que, merci en tout cas, c'était vraiment complet. Ça nous a permis de faire un panorama historique à la fois de l'antiziganisme. Je pense que c'est très important qu'on comprenne aussi que l'antiziganisme, qu'on comprenne surtout que l'antiziganisme, ça s'intègre aussi en France dans une conception raciale. Parce qu'on a parlé de plein de choses, mais je vous invite à faire 2 expériences. Allez sur Gallica, donc un site d'archives, allez rechercher dans les articles de presse des années 20, des années 30, des années 10, tapez nomade, bohémien, et regardez le nombre d'articles sur la race et les conceptions raciales qui sont assez très nombreux et qui partagent l'état d'esprit, en tout cas l'imaginaire populaire de l'époque, et à quel point l'antiziganisme en France est ancré dans une conception raciale aussi, d'anthropologie raciale qui pouvait exister à l'époque. Et puis ensuite, faites une seconde expérience, tapez gens du voyage dans une barre de recherche Google Actualité, aujourd'hui, et regardez les 100 derniers articles qui sont parus, et vous verrez en fait que le traitement médiatique a finalement assez peu changé en un siècle, et qu'il y a une réelle continuité qui s'attaque en France effectivement sur la question particulière de l'itinérance et de la mobilité, parce que c'est le choix qu'a fait le législateur à un moment donné pour saisir la race finalement, pour saisir les tziganes au début du XXe siècle, en créant ce statut de nomade, qui est, on peut le dire, un statut ethnique, hein, comme l'a rappelé Ilse Lapout avec son décret d'application qui rappelle clairement qui sont les nomades visés, bohémiens et romanichais. Et puis avec cette catégorie administrative de 69 qui bien, en tout cas, s'attache à n'utiliser que des éléments objectifs de droit pour déterminer qui sont les gens du voyage. Et une curiosité de la loi Besson, dans son article 1er, la loi Besson du 5 juillet 2000, qui revient sur une conception ethnico-culturelle, puisque dans l'article 1 de la loi Besson, on
on nous définit qui sont les gens du voyage, et on nous dit les gens du voyage, ce sont les personnes qui vivent en habitat mobile traditionnel, dans le mode de vie traditionnel et l'habitat mobile. Ce terme de traditionnel, c'est pas un terme qu'aiment beaucoup les juristes, parce que ça laisse quand même entendre d'une certaine manière qu'on appréhende les gens du voyage par une forme d'héritage, d'héritage des pratiques, qui est une forme plus ou moins déguisée pour justifier, ou en tout cas pour créer une forme de minorité nationale ou ethnique. Et donc on est dans ce paradoxe en France où on a une minorité qui est traitée comme telle, avec des lois spécifiques, avec des entrées dans le travail social spécifiques, des politiques publiques spécifiques, un discours spécifique. Et en paradoxe, puisque la France est un État universaliste qui repose sur dont la citoyenneté repose quand même sur un principe d'égalité, en paradoxe, donc, on n'a pas de représentation politique de cette minorité, puisqu'on ne reconnaît pas les minorités en France. Voilà. Ailleurs, en Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne, etc., il y a des statuts de minorité nationale, par exemple, qui permettent à ces minorités nationales d'avoir une expression publique et politique qui est encadrée et qui leur permet d'exister. En France, donc, on saisit la race sans jamais la nommer, et on n'offre pas la représentation politique qui va avec. Il s'agit tout à l'heure de souligner une chose, que les associations de voyageurs ont toujours été contraintes à travailler sur la question de l'habitat par les instances de consultation des gens du voyage, puisqu'en France on a des instances de consultation des gens du voyage à la fois départementales pour travailler les schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage, mais aussi nationales pour rendre des avis sur l'ensemble des lois qui peuvent être proposées, lois et règlements. Et donc ce cadre de travail qu'on nous impose en fait est un cadre de travail qui nous tient en laisse depuis des décennies et qui empêche aussi aux mouvements voyageurs et aux associatifs, aux voyageurs, de faire émerger en fait un discours de lutte commune et une organisation politique beaucoup plus forte. Alors je ne vais pas tarder parce que je vais enchaîner un petit peu, je vous présenter un petit diaporama pour vous montrer un petit peu des images concrètes, parce que c'est bien beau de parler des aires d'accueil, il faut quand même voir ce que c'est. Je voudrais garder du temps aussi pour Julie, Alix derrière, qui va parler de Nemours, je suppose, donc c'est très important, donc je vais aller très vite. Mais globalement, c'est vrai que sur les aires d'accueil, enfin sur les typologies d'habitants, on a parlé d'aires d'accueil, elles sont environ 1400 en France, elles sont réparties sur l'ensemble du territoire, et il y a un critère d'attribution pour les communes de 5000 habitants. Donc, les communes de plus de 5000 habitants doivent avoir une aire d'accueil des gens du voyage. Bon, force est de constater que 33 ans après la première loi Besson, seuls 25 départements sur 95 respectent effectivement la loi, donc c'est dire à quel point il y a eu des effets, des phénomènes d'évitement aussi des collectivités publiques pour éviter de construire ces aires d'accueil. On donne un exemple assez criant, par exemple les Alpes-Maritimes, 1,5 million d'habitants. Leur schéma initialement prescrit la construction de 33 aires d'accueil des gens du voyage partout dans le département. On est 33 ans après la première loi Besson, ils en sont à 3 aires d'accueil sur 33. Et ce que ça veut dire concrètement dans les Alpes-Maritimes, c'est qu'une fois que ces aires d'accueil sont complètes, et donc c'est-à-dire toute l'année elles sont complètes, une fois que vous avez atteint donc 200 ou 300 personnes, qui fait à peu près la capacité de ces aires d'accueil, eh bien vous n'avez plus aucune place légale pour les gens du voyage dans les Alpes-Maritimes, et de facto, les Alpes-Maritimes deviennent un territoire interdit. Voilà. Où vous êtes en situation d'inégalité. Donc c'est important aussi de comprendre que en ne respectant pas ces prescriptions, en ne respectant pas ces lois, les collectivités publiques en fait violent la loi, concrètement, ne la respectent pas, mais par contre le poids de cette violation repose sur les familles de voyageurs qui elles se voyaient. Et ce que Martine décrivait, les amendes, les expulsions, etc., etc. Donc il y a quand même une espèce d'inversion des choses, je trouve, et qui continue dans le discours public, puisque le discours public ne parle que des gens du voyage, tout dans du crime et des délits. Je vous disais tout à l'heure, faites l'expérience d'appeler les gens du voyage et de faire leur recherche Google, vous verrez une centaine, 200, 300 articles à la suite, et vous verrez que ça ne parle que de crimes, de délits, des crimes et des délits. Puisque en fait le voyageur n'est perçu dans l'espace public qu'à partir du moment où il est en position délictuelle, c'est-à-dire où il est en position d'installation dite illicite. Et l'immensité des voyageurs en France ont connu ou connaissent encore actuellement l'installation illicite, sont en situation illicite, et parfois même, comme le disait Martine, dans leur propre terrain.
puisqu'aujourd'hui en France, il est impossible d'habiter dans son propre terrain privé, qui nous appartient, plus de 3 mois avec sa caravane. Voilà. Quand dans le même temps, les personnes qui ne vivent pas en caravane mais qui ont un camping-car peuvent parfaitement laisser leur camping-car toute l'année dans leur jardin. Voilà, ça ne pose pas de problème. De la même façon, dans l'accueil de l'habitat mobile, on va dire, on a différents types d'accueil. On a des aires d'accueil, comme là, vous voyez une aire d'accueil présente, qui est celle de Aulnay-sous-Bois. Donc vous voyez, hein, la localisation typique d'une aire d'accueil, entre une zone industrielle, une décharge, une déchetterie, un site Céveso, sous une autoroute, et pour sortir d'un d'accueil, c'est une voie d'accès qui est une voie à 90, limitée à 90, il n'y a pas de trottoir, et il y a eu encore un décès il y a 1 an et demi, je crois, d'un jeune là, qui sortait et qui s'est fait écraser, et puis cette aire, elle est à 1h30 de marche de la ville. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment le type d'espace qu'on peut réserver aux voyageurs. Et de l'autre côté, vous avez des espaces qui accueillent l'habitat mobile des non-gens du voyage. Voilà. Les camping-cars, les caravanes pour aller en vacances, etc., qui sont accueillis, eux, dans des aires de camping-cars, des campings municipaux, qui ont interdit très longtemps aux voyageurs de rentrer dans les règlements intérieurs des campings municipaux. C'était écrit il y a encore une quinzaine d'années, interdiction aux gens du voyage. Le camping était interdit aux gens du voyage. Aujourd'hui, ils ont changé, ils interdisent la caravane double essieu, donc la caravane à 4 roues. Pour quelle raison mystérieuse, je ne sais pas. Enfin, si, on sait précisément pour éviter que les voyageurs rentrent. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils s'organisent également avec des associations privées, notamment les fédérations de camping-caristes, pour faire en sorte que les personnes qui ont un double essieu, donc une caravane avec 4 roues et qui ne sont pas dans le voyage, puissent adhérer à ces associations pour avoir une justification pour rentrer dans ces aires. Donc il y a aussi des pratiques qui sont des pratiques à la fois administratives et privées, qui sont héritées d'une centaine d'années de pratiques publiques discriminatoires. Et c'est pas parce qu'on fait en sorte que les gens du voyage rentrent dans le droit commun aujourd'hui que tout ce racisme et ce rejet va disparaître du jour au lendemain. Alors, voilà, une aire d'accueil assez moderne. Ça, c'est une nouvelle version des aires d'accueil. Alors, j'espère que vous voyez bien dans la salle, j'imagine que oui. Ce sont les nouvelles versions des aires d'accueil. Donc, voilà, c'est ce qui se fait de mieux, tip-top en aire d'accueil. On a un peu de pelouse, on voit qu'on travaille sur des bâtis qui sont quand même avec des matériaux un peu mixtes, etc. On n'est pas dans le tout béton. Donc, voilà ce qu'on peut espérer de mieux en termes d'aire d'accueil. Et je présente le mieux, comme ça c'est fait. Pour quand on est voyageur. Bon, et évidemment, tout ça, c'est plutôt des aires d'accueil assez minoritaires. L'aire d'accueil, c'est un espace payant, c'est un espace obligatoire. Quand on est voyageur, on est obligé d'y vivre. Il est payant, mais en plus, on ne peut pas y rester tout le temps. C'est-à-dire qu'on a le droit d'y rester 3 mois, puis ensuite, il faut partir. La difficulté, c'est que des fois, on n'a pas toujours une aire d'accueil à proximité, donc en fait, on se retrouve expulsé tous les 3 mois, avec des possibilités de dérogation quand on a des enfants scolarisés ou etc. Ça, c'était l'aire d'accueil de Thiel dans l'Inde. Donc voilà, c'est pour montrer un petit peu aussi les différents types d'architecture qu'on peut avoir. Alors là, on a du barbelé, ça avait fait un peu polémique à l'époque, évidemment. C'est bien, c'était les entreprises avoisinantes qui avaient demandé à l'installation de barbelé. Et en fait, il y a des aires d'accueil qui sont avec une architecture semi-carcérale, parce que je dirais, par exemple, l'aire d'accueil de Castres dans le sud-ouest. Et c'est une aire d'accueil qui est entourée de murs qui sont 3 mètres de haut, avec de la vidéo de surveillance, que eux appellent vidéoprotection des biens, et des aires anti-intrusion qui sont activées et désactivées par un gardien. Parce qu'effectivement, aussi, ces autres particularités de ces lieux, c'est d'être gardés, gérés par des gestionnaires qui peuvent être publics, mais plus grave, qui peuvent aussi être privés. Et donc, on a des sociétés qui ont commencé à faire du business sur la gestion des aires d'accueil, et qui embauchent à tour de bras d'anciens militaires, gendarmes, etc. pour garder les gens. Je vous laisse imaginer le nombre de pratiques discriminatoires qu'on peut avoir dans ces espaces. Je n'aurais pas le temps de développer plus là, mais voilà, il y en a énormément. Bon, là, c'est l'aire d'accueil de Saint-Amand-de-Montrond, voilà. Donc là, alors là, je voulais vous la montrer celle-là parce qu'elle est en chair. Le maire de Saint-Amand-de-Montrond a annoncé la rénovation de l'aire d'accueil. Il a dépensé 800 000 € pour rénover cette aire d'accueil. Il a annoncé ça à Menton. Et en disant, vous vous rendez compte de tout le fric que ça nous coûte, les gens du voyage, de dépenser tout cet argent pour eux, avec ces salouins là, etc. Il a fait fermer l'aire d'accueil pendant 5 ans précédemment, sur fermeture administrative suite à une dégradation. En réalité, ce n'était pas une dégradation, c'était un manque d'entretien depuis 15 ans de l'aire d'accueil. Et là, vous voyez, c'est l'aire d'accueil après rénovation. Voilà.
Donc les branchements électriques, vous voyez la qualité des branchements électriques. Je ne vous montre pas d'autres photos, mais c'est une lumière vraiment pourrie. Mais donc c'est aussi pour montrer à quel point le discours public, parfois, s'amuse un peu avec les stéréotypes et la méconnaissance du sujet du grand public pour présenter les gens du voyage comme des envahisseurs, des voleurs, des gens qui cassent tout, des gens qui ne sont pas reconnaissants de ce qu'on leur offre quand même. Voilà. Le deuxième point que Martine a évoqué, c'est l'habitat adapté. Donc c'est ce que j'appelle moi des quartiers gitans. Ça existe, qui s'invite par l'extérieur des zones urbaines et sociales. C'est un peu ce même genre de truc, les villages d'insertion pour les Roms, etc. Enfin, ce sont des quartiers où on ne met que des gens du voyage dedans, entre eux, et qui viendront des ghettos dans 20, 30 ans. Voilà. Des quartiers généralement isolés, vous voyez, dans des zones qui ne sont pas destinées à l'habitat, et où on tente de respecter le mode de vie des gens du voyage en leur mettant une place de parking pour la caravane. Les deuxièmes types de terrains, c'est les terrains familiaux, locatifs, dont Martine parlait tout à l'heure. Là, on est sur une zone qui est la Prévenio, à Nantes, qui est une zone périphérique où moi je parle de zone d'exclusion tzigane, parce que vous avez tout type de public dit tzigane qui ont été placés là. Donc vous avez une aire d'accueil sur la droite de l'image. Au centre, vous avez un terrain familial qui est en fait un terrain propriété de la collectivité qui est loué aux familles. Et puis après, vous avez différents types de terrains, des terrains de pleine propriété, des voyageurs qui ont acheté des terrains sur cette zone, et des terrains, on va dire, d'occupation où les voyageurs, comme dans le cas de Nemours, dont va vous parler Julie juste après, habitent depuis 30 ans, sans titre particulier, mais habitent depuis 30 ans. Cette zone-là a la particularité aussi d'être une ancienne décharge qui repose sous des métrages impressionnants de déchets dans les années qui a été enterrée totalement dans les années 70 et qui aujourd'hui en fait pollue énormément les sols à tel point que l'eau y est imbuvable puisqu'elle est chargée en plomb et les lixiviates, donc le jus de poubelle en fait, qui remonte depuis quelques années, empoisonne littéralement les habitants. Et donc ici, cette zone va faire l'objet bientôt d'une rénovation avec un projet urbain très très valorisé, mais qui n'inclura pas les gens du voyage. Donc il y aura plein de bâtiments pour les start-up, les pépinières d'entreprise, etc. Mais évidemment, les voyageurs, en tout cas, on les a pas vus dans le plan présenté. Alors, le 26 septembre, l'usine Céveso sans transition, du brisage en feu, à Rouen, et au pied de l'usine, on a encore une fois un accueil, c'est pas une fortune. Donc vous voyez, encore une fois, un territoire, une zone, en tout cas de la ville de Rouen, qui a vraiment très envie d'habiter. Donc c'est une zone industrielle, vous n'avez pas d'habitation. Et je dis pas d'habitation parce que l'aire d'accueil n'est pas considérée comme une zone habitable, c'est considéré comme une zone de parking. De telle sorte que quand il y a eu l'incendie de Lubrizol, on n'a pas pris en compte la prise en charge des familles qui vivaient sur l'aire d'accueil parce qu'elles n'étaient pas présentes dans les plans de prévention des risques. Voilà. Ce sont des caravanes, ce ne sont pas des êtres humains. Donc on a cette aire d'accueil où les gens ont été enfermés, ils ont subi les fumées pendant 3 jours, et face au traitement, il n'y a aucune personne publique qui est venue les voir pour les évacuer, etc. La première personne publique qui voit, c'est 3 jours après l'incendie, pour venir réclamer le paiement des loyers. Vous disiez qu'une aire d'accueil c'est payant, ces gens-là, qui vivaient ici, ils payaient entre 150, 200, 300 euros par mois pour vivre sur ce parking où il y a 2 douches pour 75 personnes, et qui sont ouverts entre 10h et midi, du lundi au vendredi, quand le gardien est présent. Voilà. Donc c'est vous dire un petit peu aussi le mode de fonctionnement de cette terre, et à quel point elle est reléguée de la ville. Et donc, ces personnes-là, et moi, et puis d'autres, on a écrit une tribune dans Libération, pour justement dénoncer les aires d'accueil à proximité de sites pollués, avec une réaction assez vive de certains fonctionnaires de la délégation interministérielle au logement, qui accusaient la tribune d'être sans fondement, c'est-à-dire sans chiffres, un peu démagogique. Il n'avait pas de chiffres. Donc pendant 2 ans, j'ai produit tous ces chiffres. J'ai localisé chaque aire d'accueil, j'ai analysé dans leur territoire, et puis évidemment, on a aujourd'hui un recensement qui a été fait par l'APA, qui a été fait ensuite par la FNADAC, 2358 sites répertoriés, parties notisées, plus de 7 aires d'accueil sur 10 qui sont complètement situées en dehors de l'espace urbain, soit au périphérique des villes, en zone industrielle, ici vous voyez dans une carrière, ou alors à côté de cimetières. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que quand je faisais le recensement des aires d'accueil, je recensais en même temps, sans le vouloir, les mosquées et les centres de rétention administrative. Ce qui vous dit quand même qu'on a des zones d'exclusion dans les villes où on met quand même plusieurs types de populations qu'on ne veut pas voir dans les centres-villes. Voilà. Moi je dis que parfois, quand je faisais ces cartographies, j'avais l'impression de voir un racisme vu du ciel.
Voilà. Avec des projets complètement publics, complètement uniques, où on installe des gens dans des zones naturelles protégées ou autres pour les éloigner, avec des surcoûts engendrés énormes, mais parce qu'en fait, on ne peut pas avoir les gens dans les espaces de centre-ville. D'ailleurs, j'en veux pour point, c'est que sur les 5 aires d'accueil en France qui sont en centre-ville, il n'y en a que 5, elles sont toutes situées en face du commissariat. C'est leur point commun. Donc on a vraiment une logique en fait urbanistique qui traduit un mode de rejet des voyageurs. Vous voyez là, si vous allez sur internet, vous pouvez consulter une cartographie interactive que j'ai réalisée. Avec ce que je vous ai marqué tout à l'heure, c'est que les voyageurs subissent des énormes interdictions de territoire. Là, on est dans la région Rhône-Alpes. 95% des communes n'ont pas d'aire d'accueil dans la région Rhône-Alpes, par exemple. Mais la région Rhône-Alpes est une bonne élève de France, parce que généralement, on est plus aux alentours de 97-98% des communes. Voilà. Et puis dans la région Rhône-Alpes, vous voyez que sur l'ensemble des aires d'accueil, une grosse partie apparaît en rouge, donc apparaît avec des pollutions à proximité, certaines sont en violet, donc avec des sites Seveso à proximité directe. Et donc on voit, en plus de ne pas avoir beaucoup d'espace, de possibilités de vivre pour les voyageurs, ces espaces sont quand même majoritairement publics. Voilà. Donc on a des formes d'interdiction généralisées de territoire qui se conjuguent avec l'impossibilité d'accéder à l'école privée, comme le disait Martine. Et puis sur les autres luttes, et je fais très rapidement Julie pour te laisser parler, sur les autres luttes qui existent aujourd'hui, donc évidemment on a cette lutte environnementale avec des collectifs, notamment les collectifs de femmes qui luttent contre les conditions de vie et les conditions de santé, parce que toutes ces conditions de vie font qu'aujourd'hui la santé des gens de voyage c'est 65 ans d'espérance de vie, donc 15 ans inférieur à la moyenne nationale, et que tous les indicateurs de santé sont au rouge. Voilà, tous les indicateurs de santé. On a des luttes mémorielles, Hissène l'a évoqué, on est toujours en bataille pour obtenir à la fois la vérité sur ce qui s'est passé il y a 80 ans en arrière. On n'a toujours pas la liste des victimes officielles des persécutions faites aux nomades en France, 80 ans plus tard, et on nous refuse même parfois sur les sites mémoriaux d'avoir accès à une liste. Et on est toujours ignorant sur l'implication réelle de l'administration française dans ces persécutions. Et puis alors je vous parle de vérité, mais je ne vous parle pas de justice, parce qu'évidemment, comme le disait Hissène, on n'a pas de mécanisme aujourd'hui pour l'indemnisation des victimes. Il y a eu une tentative d'une femme, il y a 2 ou 3 ans en arrière, qui aujourd'hui est décédée, qui est allée jusqu'au Conseil d'État pour faire reconnaître le préjudice et des spoliations subies par sa famille et être indemnisée. Le juge du Conseil d'État lui a dit « Il y a bien une loi sur l'indemnisation des spoliations, mais elle ne concerne que les personnes victimes juives. » Voilà. Donc aujourd'hui, allez voir votre législateur pour qu'il fasse une loi. Donc avis aux députés et sénateurs peut-être qui sont présents dans la salle, on a besoin de travailler autour d'un comité, vraiment d'une commission type Mattéoli qu'il y a eu en 1997 pour travailler sur cette question de la mémoire et des réparations de cette phénomène. Et puis, je dirais qu'il y a des luttes pour l'habitat. Alors, je conclue sur cette photo que Julie doit bien connaître, puisque c'est une photo du collectif des habitants de Nemours qui ont été expulsés très récemment, ce qui permettra de faire la transition. Mais il y a encore plein d'autres types de luttes. Il y a la lutte pour l'accès à l'école. Depuis la loi sur les séparatismes, on voit qu'il y a eu une loi sur les séparatismes donc religieux, notamment, qui visait surtout les musulmans, mais dans les discours, mais qui en pratique vise surtout les voyageurs, parce qu'aujourd'hui on refuse quasi systématiquement en famille d'accéder à l'enseignement en famille, qui est quand même essentiel quand on a un mode de vie itinérant, avec plein d'autres problématiques, mais globalement ça se conjugue avec des placements d'enfants, puisqu'on voit aujourd'hui que la SE est très souvent, donc l'aide sociale en France est très souvent saisie pour des dossiers. Nous on a des dossiers qui concernent les placements d'enfants en constante augmentation. C'est-à-dire que les juges, quand c'est des gens du voyage, ils ne s'embarrassent pas parfois avec des enquêtes préalables, enquêtes sociales préalables avant de placer, ils placent et ensuite ils font l'enquête. Voilà. Et ça, évidemment, ça pose de gros problèmes. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je laisse la parole à Julie, mais si vous voulez approfondir toutes ces questions-là, n'hésitez pas à saisir nos associations, parce qu'on intervient sur l'ensemble de ces domaines. Pour finalement très vite présenter la LGVC, on est une association de voyageurs, donc tout notre CA et tous nos instances gouvernantes sont des voyageurs. Alors c'est pas qu'on l'a voulu, c'est que ça s'est fait comme ça, voilà, c'est ouvert aux autres, globalement c'est que des voyageurs. Et on défend les droits des gens du voyage, et on accompagne les familles, aussi dans leur recours juridique, etc. Donc si vous avez des difficultés sur le terrain, n'hésitez pas à nous consulter, on nous fera un plaisir de vous répondre. Et surtout, si vous voulez vous engager à nos côtés, n'hésitez pas. Voilà.
Merci beaucoup William alors, pour ce point sur les aires d'accueil qui était rapide mais très parlant et très accablant aussi. Et donc effectivement Julie va pouvoir nous parler du cas particulier de gens du voyage qui ont été expulsés après 30 ans sur le même terrain. Ce dont parlait d'ailleurs Martine tout à l'heure, le fait que il y a toujours cette épée de Damoclès sur la tête avec le maire il est sympa pendant 30 ans, mais d'accord super, sauf que si le maire il change, on peut se retrouver expulsé du jour au lendemain. Donc pour présenter rapidement Julie, donc elle est professeure des écoles, elle est membre du syndicat du SMUI PP FSU et elle est membre du collectif de soutien des gens de voyage de Nemours et elle va pouvoir donc nous témoigner des actions qui ont été menées dans le cadre de cette expulsion. Merci. Je ne suis pas seule aujourd'hui du comité de soutien. Il y a Marin Fournier, Marie-Pierre Molinas, Serge Magdi et puis toi Ercilia, tu nous as rejoints souvent. Et voilà. Donc, effectivement, ces familles qui vivent sur le terrain de Nemours étaient là depuis 1985 pour certains. Donc, en fait, là, c'est des gens dits du voyage qui ne voyageaient pas, qui étaient sédentarisés à Nemours et qui avaient tous un travail à Nemours. Personne ne le sait. Il y a pas mal de gens dans Nemours qu'on a rencontrés qui ne savaient pas que ces gens travaillaient. Il y a une trentaine d'enfants qui fréquentent l'école d'à côté, qui est à 500 mètres. Et ces élèves, en fait, moi je suis rentrée dans le... On a été... Bon, c'est un peu long, mais... moi je suis rentrée dans ce comité de soutien parce que j'ai été contactée par des collègues. Parce que je vais vous raconter tout depuis le début, je vais essayer d'être rapide. Ça a commencé le 11 septembre cette année et il y a eu un énorme feu qui a pris parce que ce terrain est situé entre l'autoroute et une décharge sauvage. Donc dans la décharge sauvage, il y a eu un incendie pendant la nuit avec des grosses fumées toxiques. Et l'école que fréquentent les élèves, les enfants de cette ère, les collègues sont arrivés à l'école et l'école était complètement enfumée le lendemain. Bon voilà, donc ça a posé des gros problèmes parce qu'ils sont quand même confinés dans l'école avec des fumées, avec des fortes chaleurs. Bon. Donc avec Marie-Pierre qui est collègue et militante avec moi, et d'autres militants de la France Insoumise, nous sommes rendus sur le terrain le mercredi et nous avons constaté que le feu était éteint, mais on a assisté à une scène folle, quoi. C'est mise en place des plots pour enfermer les habitants du terrain. Donc il y a eu juste une petite entrée qui a été laissée, mais en fait l'entrée c'est la sortie. Donc super dangereux parce que cette entrée-sortie arrive sur un rond-point, donc il n'y a pas de visibilité. On a assisté à la scène parce qu'en fait tout s'est passé ce mercredi 13 où on est arrivé. En même temps s'est mis en place une pétition par la mairie de Nemours, une pétition haineuse, raciste, et accompagné d'un petit message de la mairie qui demandait aux habitants de Nemours de l'aider à expulser ces gens. Enfin, bon. Du coup, ça a déchaîné les passions, ça a déchaîné la haine, et des habitants venaient soit filmer comme ça, c'était la curiosité, venaient jeter des pierres, et on a assisté à une scène où des gens sont venus insulter les enfants, tous les habitants qui étaient là, avec la police à côté qui n'a pas bougé. Voilà. Donc, en fait, ça a été notre rencontre avec ces habitants qu'on n'avait jamais rencontrés, en fait, parce qu'ils vivent à Nemours, c'est des citoyens de Nemours, mais
qui ne rencontrent, enfin, il n'y a pas de rencontre. Là, c'était une occasion, ça a été une occasion incroyable de se rencontrer. Donc, et ce jour-là aussi, ce mercredi 13, ils ont reçu l'arrêté d'expulsion de la mairie. Ils avaient 48 heures pour quitter les lieux. Parce que, sous prétexte que c'était eux qui avaient mis le feu et qu'en plus ils étaient en danger en restant là. Donc, que dire? Alors, attendez. Ah, bah voilà, il y a une photo de l'incendie. Voilà. Comment? Ah oui, ok. Tu peux avancer pour voir. Voilà, c'est la fameuse plots qui ont été mis en place, bon, qui ont été un peu tagués du coup. Voilà. Donc, en fait, comme l'expulsion pouvait avoir lieu le vendredi, on a mis en place avec Marie-Pierre. Essentiellement, toi, tu as contacté Ercilia tout de suite. En fait, de notre côté, toi, c'était plutôt Marie-Pierre, c'était plutôt côté politique, France Insoumise, tu t'es démenée. On a remué ciel et terre. Moi, de mon côté, à la FSU, j'ai fait tout ce que je pouvais faire aussi. On a contacté le plus de personnes possible. J'ai écrit un courrier signé de la FSU. Enfin, c'est la FSU du coup qui l'a écrit. Qui a envoyé un mail à la DAZEN, c'est l'inspectrice d'académie, pour l'avertir que des écoliers risquaient d'être expulsés et qu'elle devait garantir une scolarité bienveillante et sécurisante à ses élèves. Bon, voilà. Donc le vendredi, nous sommes venus toute la journée sur le terrain jusqu'au soir en craignant l'expulsion. Ah oui, c'est toi qui vas dire. Ah oui, alors là, suite à la pétition, vous pouvez voir, suite à la pétition, je vous disais que ça avait déchaîné un peu la haine, tout le racisme est ressorti, et vous pouvez voir, c'est un petit florilège, mais il y en a eu des tas et des tas. Sur le Facebook de la mairie de Nemours, les gens se sont lâchés, donc vous pouvez voir des petits commentaires. Une vraie honte à l'entrée de Nemours, la dangerosité. Bon, voilà, je ne sais pas si vous pouvez lire. Et la dangerosité, on l'a vu une fois de plus, alors que les bulldozers et aux pelleteuses rasent tout. Ces gens ne respectent pas les règles, il y a des interdictions qui leur passent au-dessus. Nous payons pour ces personnes. La cohabitation devient très difficile. Cohabitation, bon. Bref, on va pas. Bon, alors voilà, donc le collectif est né le vendredi, en fait, où on s'est tous réunis, et on est bien un comité de soutien, c'est-à-dire que les familles du terrain étaient hyper organisées, en fait, et s'étaient réunies, s'étaient renseignées de leurs droits, vraiment, donc on était vraiment là, en soutien, parce que nous avons accompagné ce jour-là parce qu'ils étaient convoqués par la communauté de communes, par Solia en fait, c'est la Solidaire pour l'Habitat, une association, vous savez, qui fait un recensement social pour la communauté de communes, pour proposer un plan mousse. Et les habitants du terrain avaient élu un représentant qui est arrivé, et là aussi c'était un moment incroyable, c'est qu'en fait, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à trouver des familles qui se défendent. Donc ils ont été hyper étonnés, ils ont refusé de signer quoi que ce soit tant qu'ils n'avaient pas le plan mousse et que l'avocat n'étudiait pas ce plan. Bon, donc on a passé la journée ensemble, et il n'y a pas eu d'expulsion ce jour-là. En fait, ils ont subi jusqu'à l'expulsion du 19 octobre de très fortes, comment on pourrait dire, des intimidations sans cesse, donc des violences psychologiques sans cesse. Et en fait, nous, le comité, tous, à peu près tous et toutes, on n'avait jamais. En fait, c'est deux mondes qui se sont rencontrés. On ne s'était jamais rencontrés. Et nous, on n'habite pas loin. Et on n'a jamais l'occasion de se rencontrer.
Et ça fait réfléchir aussi les militants. Donc la lutte s'est organisée spontanément et rapidement. Ercilia nous a donné des tas de contacts. Le jour du vendredi, on a eu les élus de la France Insoumise qui sont venus pour soutenir aussi. Donc on avait les 2 députés de Seine-et-Marne, Ercilia Soudet et Maxime Lenné, ainsi que Julie Garnier, une conseillère régionale. Excusez-moi, je suis un peu émue. Je vous dis ce qu'on a fait jusqu'au 19 octobre. Assez rapidement, on a fait des réunions, on s'est beaucoup réunis sur le terrain avec tout le monde, parce que il fallait que tout le monde ait son mot à dire, et nous, on était vraiment là en soutien. On a fait des rassemblements, dont un rassemblement au centre-ville de Nemours pour être visible, donc on a tracté, on a tracté, donc on a rencontré les habitants, et là aussi beaucoup de racisme qui ressort, donc beaucoup de préjugés dont nous avons été témoins. On nous a dit que la police n'entrait même pas sur ce terrain tellement c'était dangereux, que c'était eux qui avaient mis le feu, qu'ils polluent, que ce sont des voleurs, qu'ils ne payent pas leurs impôts, etc., etc. Vraiment l'horreur. Donc, nous essayons au contact, on essaie de raconter la réalité, quoi, en fait. Mais comment ? Il y en a quand même. C'est pas toujours négatif, hein, franchement. Et puis il y a des gens qui savent pas, en fait. Et donc ça aussi, c'est important d'aller à la rencontre des citoyens, parce qu'ils apprennent des choses. En fait, ils sont pas tellement au courant. Chacun vit sa petite vie, et voilà. Donc nous avons aussi beaucoup été en lien, même en lien permanent avec l'ANGVC, avec Rome Europe, donc Maria Guétan, William Macaire, Richie Thibault, Vanco Rouda, Roberto Guerra, et qui nous ont vraiment aussi aidés, renseignés et appris, parce qu'on a beaucoup à apprendre aussi nous. Vous l'avez condamné, là? Comment? Vous l'avez condamné? Condamné? Il faut. On a essayé. Donc il y a eu 2, je vais vous en parler après. Bon, le 11 novembre, alors c'est à la fin, je crois que tu as mis la photo du 11 novembre, mais on la verra après, c'est pas grave. Ah là, c'est l'expulsion. Bon, le jour horrible. Le 11 novembre, nous sommes rendus, nous avons décidé, parce que, bon, il y a eu l'expulsion, je sais pas, il y a eu l'expulsion, et qui a été très très difficile. C'est vraiment un moment hyper difficile. Et une de nos dernières actions, c'était le 11 novembre, on s'est rendu à la cérémonie pour les morts pour la France. Et donc, on est allé pour rappeler que, justement, en 14-18, il y a des gens qui se sont battus, des gens du voyage, dits du voyage. Et comme me disait Roberto Guerra, ils sont morts pour la France, mais par la France aussi. On aurait pu l'écrire. Voilà, et là on a fait une demande d'audience intersyndicale à Madame la maire de Nemours et à l'inspectrice d'académie, la DAZEN. Donc on est en attente, on ne lâche pas, enfin ce que je veux dire, il y a eu l'expulsion, mais on ne lâche pas, le comité continue et on espère, on espère des suites. Elles sont en avril, maintenant, je parlais ? Alors justement, je vais vous... expulsion le 19 octobre, les familles, en plus, les familles, ce qu'elles souhaitaient vraiment, c'était de ne pas être séparées. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous séparés, quoi. Donc il y a quelques familles qui ont pu rester sur une aire d'accueil de Nemours, mais il y en a très peu, dans des conditions... Enfin, les aires sont vétustes, ils se retrouvent... Là, ils étaient vraiment bien sur leur terrain, ils avaient de la place... Non, mais pour la place, ouais. J'ai vu ta tête. Oui, coincé entre la décharge et... Non, désolé, je reviens en arrière. Non, mais ils avaient de la place et ils vivaient... Oui, avec qui ils voulaient déjà.
Et en fait, on leur a fait des propositions, là je parle dans tous les sens, hein, désolé. On leur a fait des propositions, parce qu'ils sont là en 1992, c'est le maire de Mours de l'époque qui leur avait dit de se mettre là, et qui leur avait installé l'eau et l'électricité. Et depuis ce temps, en fait, il y a eu 2 projets, 2 propositions de relogement, enfin, si on peut dire comme ça, et où on leur a vraiment, il y a eu des signatures et tout. Bon, il ne s'est jamais rien passé. Comme là, il y a eu plein de promesses et on n'en voit pas, on voit pas le bout, quoi. Je sais plus où j'en étais du coup. Mais n'hésitez pas à poser des questions pour m'aider. Donc c'est ça en fait, c'est des projets qui ont été... il y a eu des négociations qui se sont faites. Nous, on a essayé d'être présents, mais on nous a bien fait comprendre qu'on ne voulait pas de nous, pas de comité de soutien. Donc la technique qui a été faite, c'est que la maire, ou il y a même eu le sous-préfet, je crois, qui s'est déplacé, ou Solia, ou tous ceux qui essayent de négocier pour qu'ils partent, venaient sur le temps de travail. Donc dans la journée, sur le terrain, pour qu'il y ait personne, et en plus que les hommes soient au travail. Voilà. Donc tout s'est fait comme ça, il y a eu des tonnes de... Enfin, des tonnes, non. On nous a fait miroiter des solutions de relogement, je sais pas si je trouve. Et il n'y a rien eu. Et il y avait même 6 familles à qui on avait proposé d'être relogées à Nemours parce que pour différentes raisons. Et il n'y a rien, en fait. C'était le 6 novembre, il devait être relogé, enfin, il devait être sur un terrain. Il n'y a toujours rien et on n'en sait pas plus. Donc tout le monde est un peu partout, sur les airs. Il y en a même qui sont partis loin parce qu'il n'y a pas assez d'air, hein, de toute façon. Puis c'est cher. Et voilà. Donc on en est là, mais on ne lâche pas. Et non mais c'est vrai, on essaie de faire tout ce qu'on peut. Ce qu'on voulait dire aussi dans la lutte, ce qu'on a remarqué, c'est nos manques. Alors on a un problème juridique, c'est-à-dire qu'on n'y connaît rien en droit. Non mais moi je suis professeur des écoles et tous, hein, et on n'y connaît rien. Il y a eu parce qu'ils sont passés au tribunal administratif. Le tribunal judiciaire, oui, j'ai pas fini. Tribunal judiciaire, et après on a eu la chance d'avoir, et on ne comprenait pas parce que au tribunal administratif, il est reconnu le caractère urgent de la situation et le risque d'accident grave sur le terrain, donc fallait qu'ils partent. Mais le 28 septembre, 3 jours après, il y a une ordonnance de rejet du référé liberté ou expulsion qui reconnaît, il y a la reconnaissance du juge d'une tolérance de la municipalité dans l'occupation du terrain, et que la responsabilité des incendies n'est pas établie et ne peut reposer sur l'ensemble des occupants du terrain. Bon, c'est tout et son contraire. Il y a eu un appel au Conseil d'État, mais ils n'ont pas attendu. Ils ont vite expulsé, juste parce que justement c'était tout près que ça passe au Conseil d'État. Donc ils sont arrivés avec 200 gendarmes. Ça a été tellement violent. Voilà. Et alors je finis, on a un problème financier. Il y a un problème financier aussi. Il y a un problème financier. Et on a un problème de sémantique, nous, en fait, on a besoin de formation. Et ce qu'on voulait dire, c'est que même si, alors là, il y a eu effectivement cette expulsion, mais on sait quand même, on sera meilleur la prochaine fois, ça on le sait, qu'on sera plus vigilant, on sera plus présent dans les luttes locales contre l'antiziganisme, ça c'est sûr. Il y a deux mondes qui se sont rencontrés et ça c'est incroyable, et on s'est rendu compte de l'importance de s'unir, de se rencontrer plus, de créer des collectifs, et on a besoin de formation aussi. Voilà.
Donc, voilà, je crois que je vais arrêter.